Comme je vous ai dit, on va s'intéresser aux troubles endocriniens, aux troubles hormonaux problèmes d'obésité. Vous pouvez mettre grand plan, Salomé, il n'y a pas de souci, on va le mettre Ouais. grand plan et ça ira. Voilà, parfait. Comme ça, ils verront parce que peut-être il y a des détails. Ok. Voilà. Alors, c'est quoi? Je vais commencer par c'est quoi ce problème? Donc, suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Troubles hormonaux et leur lien avec le problème de poids. Après, on va voir quand est-ce qu'on va s'intéresser à ce type particulier et comment évaluer ces patients. Voilà. Donc, pour le premier point, oui, suivant, Salomé, voilà. Mhm. Donc, de façon très simpliste, on sait que l'obésité est un résultat d'un déséquilibre prolongé de la balance énergétique. Donc, c'est lié entre un résultat entre apport et dépenses. Et suivant le bilan qui soit positif ou négatif, on sera devant une prise ou une perte de poids. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Suivant. En fait, on a beaucoup d'autres facteurs qui sont impliqués. La génétique, on le sait, elle a un impact sur ça. L'environnement, l'état psychologique, l'activité en tant que dépense, mais aussi le temps de sédentarité. On sait aussi qu'il y a un acquis qui se fait depuis l'enfance ou même in utero. Un impact du sommeil, la diminution du temps, mais aussi de la qualité. Et les troubles hormonaux aussi constituent des facteurs surajoutés qui peuvent donner une prise ou une perte de poids chez une personne. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs troubles endocriniens qu'on peut avoir, qui peuvent toucher le pancréas en premier. Et d'ailleurs, l'entité qu'on connaît, c'est l'hyperinsulinisme, avec comme conséquence à long terme le diabète, la dyslipidémie, l'élévation de la tension artérielle, mais aussi d'autres maladies de plus en plus fréquentes comme le syndrome des ovaires polykystiques qu'on voit chez la femme jeune. Toutes ces maladies ont comme un lit commun l'hyperinsulinisme. Il y a aussi le problème du tissu adipeux lui-même avec une dysfonction au niveau des hormones adipeuses comme la leptine, comme l'adiponectine. On peut avoir des problèmes au niveau des glandes supérieures comme l'hypophyse avec une perturbation au niveau de la sécrétion de prolactine ou de GH. L'axe sexuel aussi a un impact sur l'équilibre corporel, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Pas mal de fois, même dans mes consultations, une prise de poids chez un homme peut être une circonstance de découverte d'un problème sexuel dans le cadre d'un hypogonadisme, c'est-à-dire un déficit au niveau des hormones sexuelles masculines qui peut s'exprimer corporellement par une augmentation de la masse graisseuse et une perte de la masse musculaire. Et en fait, on fait beaucoup d'efforts sur le plan nutritionnel, mais si le problème hormonal n'est pas résolu, le patient a du mal à atteindre ses objectifs. Ça peut être les surrénales avec un déséquilibre au niveau du cortisol. Ça peut être aussi le côté intestinal. Vous savez très bien que ces dernières années, on parle de la relation entre les hormones intestinales et la prise du poids, d'où l'avènement des probiotiques, etc. La thyroïde, c'est très fréquent et donc des perturbations au niveau des hormones thyroïdiennes peuvent être en cause aussi de changements corporels. Donc, suivante. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui ne partent pas, qui ne se voient pas. Donc, juste celle d'avant. Alors, celle d'avant, c'était celle-ci. Oui, mais normalement, il y a un texte. Je ne Ah, sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. C'est pas grave. Je vais le dire oralement. En fait, je ne sais pas pourquoi le texte n'apparaît pas. Dans ma présentation, il y est. En fait, je vais commencer par une première situation. C'est une situation assez classique. Moi, dans le suivi que j'ai fait, il y a une vingtaine à peu près de patients qui ont des troubles endocriniens avec
avec aussi problème de poids et donc suivi nutritionnel. Mais en fait, je vous ai choisi deux cas de figure qui me paraissaient intéressants. La première situation, c'est une patiente qui s'appelle Dekra, elle a 35 ans. C'est une patiente qui est mariée, qui a 2 enfants. Et en fait, on a découvert une hypothyroïdie qui a été diagnostiquée 1 an après son premier accouchement. Elle se plaint toujours de fatigue chronique et elle a donc une difficulté à perdre du poids malgré donc plusieurs régimes. Donc, suivante. Donc, je vous ai donné un petit peu la situation. Je pense qu'il y a un problème de police entre nos deux ordinateurs. C'est pour ça que ça paraît Ah, ok. pas grave. Oui. Alors, de façon générale, l'hypothyroïdie, ce que c'est pour les gens qui sont habitués, il y en a peut-être parmi la présence ceux qui ne connaissent pas exactement ce problème endocrinien. Alors, l'hypothyroïdie, elle se caractérise par une diminution ou une absence totale de production des hormones thyroïdiennes. Comme vous voyez sur le schéma, la thyroïde, elle est sous le contrôle de l'hypophyse. Et cette hypophyse, elle sécrète une TSH qui stimule, c'est une hormone qui stimule la thyroïde pour produire les hormones thyroïdiennes. Et il y a toujours un rétrocontrôle négatif pour qu'on ait toujours un statut hormonal qui est équilibré. Quand on a une hypothyroïdie, il y a un échappement, un déséquilibre de cet axe et il y a une baisse au niveau du sang des hormones thyroïdiennes et par conséquent, cette TSH qui est sécrétée par l'hypophyse, elle va s'élever. Donc, il y a plusieurs signes, un tableau donc clinique très varié et très large en cas d'hypothyroïdie. Et le traitement, il consiste tout simplement à remplacer ce manque d'hormones et ça va donner un résultat bénéfique pour aussi l'état du corps parce que souvent, on assiste à une prise de poids chez les patientes qui souffrent d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est quoi cette histoire? Avec son lien avec le poids, c'est très ancien. En fait, on a vu que en utilisant des tissus thyroïdiens d'origine animale, ça a donc permis de façon efficace de traiter l'hypothyroïdie. Mais l'observation clinique qu'on a faite, c'est qu'il y a eu une perte pondérale à la prise de ces extraits thyroïdiens. Et donc, à ce moment-là, le corps médical, mais même le grand public, a compris qu'il y a un lien entre hormones thyroïdiennes et gestion, du moins, du poids des patients. Voilà. Alors, après, bien sûr, les études sont venues. Là, c'est une revue de la littérature sur ce lien entre obésité et hypothyroïdie. Et on a vu particulièrement dans la tranche d'IMC, d'indice de masse corporelle de surpoids, il y a beaucoup de cas d'hypothyroïdie infraclinique, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus cliniquement, ou d'hypothyroïdie réellement clinique qui sont diagnostiquées et que en fait, ça a un lien avec la thermogenèse, puisque ces hormones-là, elles sont responsables. Donc, on s'est dit qu'on a compris qu'il y a un lien via la thermogenèse entre le poids et la thyroïde. Donc, suivante diapo. Alors, ici, on voit qu'il y a un lien entre la TSH et la prise de poids. Et vous voyez, si on analyse pour la première fois chez les patients le taux de TSH par rapport à leur poids, on voit que plus la TSH est élevée, plus le poids est important. Mais aussi, même en termes de temps, c'est-à-dire quand on suit les patients sur plusieurs années, ici dans cette étude sur plus que 3 ans, on voit que l'élévation de la TSH, qui est un marqueur de déséquilibre de la thyroïde, il y a une prise de poids qui suit également. Alors, donc ici, vous voyez, c'est le cas aussi bien des femmes que des hommes, mais j'insiste que c'est une pathologie qu'on voit de façon plus importante et plus fréquente chez la femme et le lien entre le taux de TSH et la prise pondérale est plus important chez la femme que chez l'homme. Voilà. En fait, le problème est très compliqué. Ça peut passer par la thermogenèse, ça peut passer aussi
par un déséquilibre au niveau des hormones sécrétées au niveau des cellules adipeuses comme la leptine, et ça va jusqu'à un rétrocontrôle central sur la prise alimentaire, c'est-à-dire satiété ou envie de manger. Le fait qu'on ait une hypothyroïdie, ça peut, via des neurotransmetteurs, entraîner également une augmentation de la prise alimentaire et de l'appétit. Voilà. Je m'étale encore un peu plus, et ça c'est un point très important, pour dire que dans le sens contraire, la prise du poids aussi a des effets néfastes sur la fonction thyroïdienne et notamment sur le risque de cancer de la thyroïde. Et là, c'est une méta-analyse très large qui a démontré qu'en fait, l'élévation de l'adiposité augmente significativement le risque de cancer de la thyroïde, surtout chez les patients qui ont un terrain favorable. Donc voilà, c'est pour dire que ceci se voit aussi bien chez les hommes en surpoids que chez les femmes en surpoids, mais de façon beaucoup plus claire en cas d'obésité et donc en cas d'adiposité plus avérée. Donc, le cancer, on parle ici de cancer papillaire, de cancer anaplasique, mais pas de cancer médulaire de la thyroïde. Donc, obésité et cancer thyroïdien, il y a un lien entre les deux. Il y a plusieurs facteurs pro-inflammatoires qui sont sécrétés en cas d'obésité. Prolifération cellulaire, c'est ce qui explique, mais même l'élévation de la TSH en soi a un impact sur le risque, effectivement, de survenue ou d'aggravation de cancer. Voilà. Si on revient à la patiente dont je vous ai parlé en utilisant le Biodi Expert, ça c'est la première visite qui a été faite le 23 septembre 2020. Et là, vous voyez, elle avait un IMC à 25 et elle avait un excès de masse graisseuse, comme vous voyez, une perte aussi hydrique. C'est une patiente qui était là pour la première fois pour demander donc une aide et une prise en charge sur le plan nutritionnel. Avec un angle de phase à 6,8. Donc, suivante, je vais juste vous montrer aussi le suivi qui est très intéressant chez cette patiente. Là, je vous ai montré le suivi de point de vue poids, de point de vue masse graisseuse. Ce qui est intéressant, qu'il y a eu un lien entre le taux de TSH dont je vous ai parlé et l'évolution de ces paramètres. Vous voyez, au départ, elle avait une TSH à 1,7, donc elle était équilibrée. Après, dans la deuxième visite, il y avait une TSH à 3,1. On a réglé un tout petit peu le remplacement en hormones thyroïdiennes à ce moment-là. Il y a eu une amélioration par la suite, mais pas sur le plan pondéral parce que la patiente, cette période-là, n'était pas très adhérente au programme. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après la troisième visite où on a insisté pour qu'elle soit adhérente au programme, malgré ça, elle a eu une élévation du poids et aussi de la masse graisseuse, mais qui a en fait coïncidé avec une perturbation de sa fonction thyroïdienne et une élévation de la TSH. Donc là, c'était intéressant de voir les paramètres en plus d'un suivi sur le plan hygiène de vie, de voir l'évolution de son équilibre hormonal dans ce cadre-là. Voilà. Donc là, je passe, malheureusement aussi, la police me joue des tours. Alors là, je passe au deuxième cas clinique qui est aussi intéressant. Alors, dans ce cas-là, on va parler de l'hyperinsulinisme et particulièrement de l'entité assez spéciale du syndrome des ovaires polykystiques. Là, c'est une deuxième patiente qui s'appelle Mariam. Elle a 37 ans, elle n'a pas d'enfant, mais qui est demandeuse, qui a un problème de spanioménorrhée, c'est-à-dire des règles qui surviennent de façon peu fréquente, une fois tous les 2 à 3 mois. Elle a un hirsutisme modéré et dans ce cas-là, c'est des poils exagérés, pas de façon très avérée, mais en tout cas, elle a un score faible de poils en excès. Elle a essayé plusieurs régimes, mais avec des effets yo-yo. Donc, un tout petit mot pour le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, suivante, Salomé.
Juste pour vous mettre un peu dans le bain, c'est un syndrome qui est en fait une maladie endocrinienne la plus fréquente chez la femme aujourd'hui. Ça se manifeste par une hyperandrogénie, donc un excès de poils dans les zones androgéniques, c'est-à-dire soumis au contrôle des hormones sexuelles masculines, ou biologiques, c'est-à-dire au niveau du bilan, avec des troubles du cycle menstruel. Donc, les troubles métaboliques sont très fréquents dans ce syndrome. Comme vous voyez ici, ça, c'est une étude qui est faite en Tunisie, un centre de Sfax, donc qui a fait une étude étalée sur 7 ans, et on a vu que chez les jeunes femmes qui donc souffrent de syndrome des ovaires polykystiques, il y a à peu près 46% qui ont un problème de poids. Et ça rejoint un petit peu ce qu'il y a dans la littérature générale. Généralement, ça, c'est plus que 30%, c'est-à-dire une femme sur 3 qui souffre des ovaires polykystiques a un problème de poids et d'excès de poids. Voilà. Alors, le diagnostic, généralement, nous, on le fait sur les critères de consensus de Rotterdam, c'est-à-dire il y a des critères échographiques au niveau des ovaires, des critères d'hyperandrogénie, comme j'ai dit, soit cliniques, un excès de poils ou une perte de cheveux importante ou des acnés en excès. On peut également avoir une hyperandrogénie uniquement biologique, c'est-à-dire un taux de testostérone, l'hormone sexuelle masculine, en excès, supérieur à 0,6 nanogrammes, ou d'autres hormones sexuelles masculines élevées, avec une oligo-aménorrhée, c'est-à-dire comme pour cette patiente, des cycles peu fréquents sur l'année. Donc, lien entre SOPK et obésité, donc on le connaît. Il faudra rechercher ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On l'évalue grâce au tour de taille, hein, ça se fait cliniquement. Ça, généralement, moi personnellement, avec le Biodie Expert, j'associe souvent la prise, ou particulièrement tout le temps, la prise de tour de taille et de tour de hanche, hein, pour aussi le suivi ultérieur. On peut avoir un bilan métabolique qui inclut les triglycérides, la glycémie, mais aussi la prise de tension artérielle. Alors ici, dans cette étude, comme vous voyez, l'adiposité androïde, ça veut dire l'excès de graisse qui se concentre au niveau central et qu'on estime par le tour de taille, ça peut aller jusqu'à 80%. Donc, c'est très, très fréquent d'avoir un problème de prise pondérale chez ces patientes-là et de la mauvaise graisse, entre guillemets, qui est une graisse viscérale. Alors, la perte de poids chez ces patientes-là constitue en réalité le vrai traitement. Donc, moi, personnellement, je reçois beaucoup de demandes de la part des gynécologues pour ça, ou aussi des dermatologues pour les problèmes d'hyperandrogénie ou d'acné. Et le fait d'aider ces patientes à perdre du poids, à perdre de la graisse, ça améliore énormément leur syndrome des ovaires polykystiques, et même ça améliore leur pronostic de fertilité, surtout que c'est des femmes qui ont beaucoup de difficultés à avoir des enfants à cause de ces troubles hormonaux. Donc, la preuve qu'on a utilisé pas mal d'antidiabétiques oraux c'est-à-dire qui sont connus par leurs effets sur le poids, comme la metformine, comme les thiazolidine, mais récemment aussi comme les liraglutides, qui ont un effet sur le diabète, mais surtout en cas d'obésité, et qu'on a pu utiliser chez ces patientes-là et qui ont démontré leur effet bénéfique. Voilà, induction d'ovulation sous metformine, régulation des cycles. Donc, c'est un exemple de traitement qu'on connaît qui a une action sur l'insulinorésistance et l'hyperinsulinisme qui a pu aider ces femmes aussi. Donc voilà, même sur les autres signes cliniques, sur l'acné, sur les poils, donc il y a une amélioration. Donc, l'équilibre hormonal en général est amélioré. Donc là, c'est des études encore plus récentes concernant la liraglutide, qui est un agoniste du récepteur de GLP-1. Donc, c'est de nouvelles molécules utilisées dans le cadre du diabète, mais particulièrement associées à une obésité. Et là, on voit qu'il y a un effet encore plus important pour améliorer l'état clinique des patientes souffrant de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, cette patiente Malim, on lui a fait aussi une analyse par Biodie Expert. Donc, ça, c'est la première analyse. Elle a donc une masse graisseuse à plus 13. Vous voyez les paramètres, les indices en bas, la masse graisse à 1,66. Voilà.
je vous laisse regarder les différents paramètres chez cette patiente. Voilà. Cette patiente, sincèrement, c'est un résultat dont on est très fier parce que suite au suivi, on a pu améliorer sa masse, donc son poids déjà. Hein, on est passé, comme vous voyez, de 97 depuis mars jusqu'à mai à 89. Il y a une amélioration de sa masse graisseuse. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est ses paramètres métaboliques. Vous voyez le tour de taille. Il est passé de 106 à 94. Et ce qui est encore mieux, parce que vous allez vous demander depuis mai où elle est, en fait, cette patiente est tombée enceinte après ça. Donc, elle m'a appelée pour me dire qu'elle a eu sa grossesse. Et c'est vraiment la vraie réussite, c'est que on a pu voir cliniquement l'impact de cette perte sur son pronostic de fertilité, parce que c'est toujours dur dans le cas des syndromes des ovaires polykystiques. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on va se poser la question sur ces troubles hormonaux devant les patients que vous suivez pour un suivi nutritionnel? Suivante. Dommage que ça ait parce que c'est des points à retenir, mais c'est pas grave, je vais vous le dire aussi oralement. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est important de parler des troubles hormonaux en cas de suivi nutritionnel. Parce que méconnaître un déséquilibre hormonal, ça peut induire un échec dans le programme nutritionnel, mais aussi ça peut être la cause d'une aggravation du trouble lui-même, qu'il soit thyroïdien ou un autre trouble hormonal. Suivante. Mais d'un autre côté, un programme alimentaire trop strict ou, comme je vous ai dit, fait par la patiente elle-même, des programmes, donc des régimes draconiens, peuvent avoir un effet néfaste sur l'équilibre hormonal, surtout hypophysaire ou hypothalamique, avec même un effet néfaste sur l'axe gonadique, des aménorrhées. Ça, certainement, dans votre pratique courante, vous avez pu voir ça. Voilà. Alors ici, c'est pour vous dire quand est-ce qu'on va penser aux troubles hormonaux. Alors, c'est juste pour que vous retenez les différents axes importants. D'abord, quand il y a des signes associés. En plus de problèmes corporels, on voit que la patiente, elle se plaint toujours de fatigue chronique, sensibilité au froid, un rythme cardiaque anormalement lent, des problèmes au niveau de la peau, une peau sèche, de l'œdème. Elle souffre souvent d'œdème, même si elle a commencé à perdre du poids, mais il y a toujours de l'œdème. Une tendance dépressive, des crampes très fréquentes, un trouble du cycle associé, des troubles de la mémoire, problèmes de fertilité comme pour la deuxième patiente ou des problèmes de poils en excès. Tout ça peut nous attirer l'attention même à l'œil nu pour dire que probablement, en plus du problème donc du poids seul, il y a quelque chose en amont qu'il faudra rechercher. Deuxième point important, c'est le terrain particulier. Surtout, les problèmes hormonaux sont plus importants avec l'âge, même si on voit des femmes plus jeunes avec des problèmes de thyroïde, par exemple, mais c'est plus fréquent à un âge plus avancé. Quand on est dans une phase spéciale qui est la phase du postpartum, après l'accouchement, il y a beaucoup de déséquilibres hormonaux qui se voient après un accouchement ou un avortement. Comme pour la première patiente, elle a découvert son hypothyroïdie un an après son accouchement. Les antécédents familiaux ou personnels de maladies auto-immunes ou de thyroïde particulièrement, voilà. Troisième point important pour penser aux troubles hormonaux, c'est l'échec dans la prise en charge. Il ne faut pas hésiter à revoir autrement la prise en charge, à se dire peut-être qu'il y a un problème sous-jacent à rechercher, de réévaluer, même si la première évaluation est normale, on peut réévaluer par la suite le statut hormonal. Voilà. Comment on peut réussir cette prise en charge?
Donc, c'est grâce à un suivi nutritionnel, mais aussi multidisciplinaire, en bien évaluant cliniquement. L'impédance-émètre est un bon moyen de suivi. Ça peut même attirer notre attention, comme pour la première patiente quand elle a élevé donc ses paramètres. C'était une occasion de découvrir qu'elle a déséquilibré son statut hormonal. De travailler en réseau, c'est toujours utile pour le bien des patients, avec le médecin de famille, avec l'endocrinologue. Ne pas hésiter à demander un bilan hormonal au moindre doute. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour, pour partager aussi votre expérience. Voilà. Merci. Merci beaucoup Inès pour cette présentation très intéressante. Alors, donc si vous avez des questions concernant ce que vient de présenter Inès, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat ou si vous voulez activer votre micro, vous pouvez aussi. Donc, on a une première question. Donc, comment mesurer correctement le tour de taille chez les personnes en surpoids, personnes obèses? Correctement, ça reste une estimation. Hein. Donc, généralement, on le prend à mi-distance, de façon horizontale, entre la crête iliaque et la dernière côte. C'est vrai qu'il peut y avoir des petites erreurs, mais généralement, on peut le prendre. En tout cas, il ne faut pas le prendre sur l'ombilic, hein, parce que l'ombilic, c'est variable d'une personne à une autre. Il faut que ça soit horizontal, à mi-distance, entre la dernière côte et la crête iliaque, l'os qu'on peut palper en début de membre inférieur. Voilà. Merci beaucoup, Inès. Ouais. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je vois la remarque que ce n'est pas évident de faire perdre du poids. Vous avez parfaitement raison. Quand on a un syndrome des ovaires polykystiques, c'est très dur parce qu'il y a de l'insulinorésistance et cette insulinorésistance, elle est vraiment difficile à gérer. Et donc, c'est vraiment un travail de longue haleine avec un coaching même pour l'entretien motivationnel parce qu'elles perdent aussi de l'espoir. Elles traînent ça généralement depuis l'adolescence. Et donc ça a un impact psychologique très important qui nous alourdit la tâche également. Voilà. Comment utilisez-vous les ados dans ce contexte? Comment j'utilise c'est-à-dire j'utilise les ados, c'est-à-dire comment je suis les ados? Oui, je pense, oui. Voilà. Tu suis les ados, toi, Inès? Oui, je suis à partir de 15 ans. En fait, sinon ils sont chez le pédiatre. Ah non, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Comment? Ah, les ados, d'accord. Normal, donc on utilise. Alors, c'est vrai que je suis, même si je suis une prescriptrice d'ADO, puisque je suis diabétologue, mais dans un cadre d'obésité seule, je les utilise très rarement. En fait, je les utilise parce que déjà, il faut que je vous mette dans le contexte tunisien. Nous, on n'a pas l'AMM d'utiliser les ADO en dehors d'un diabète avéré. D'accord? Après, vous savez qu'on peut un peu jongler et informer les patients de ça. Généralement, en cas de syndrome des ovaires polykystiques sévère, moi, je me fais aider par la metformine. Mais si c'est une obésité seule, non. Si c'est une hypothyroïdie, non plus. Donc, en cas de syndrome des ovaires polykystiques, oui, j'essaie d'utiliser à une dose modérée et voir aussi la tolérance. Ça aide. Hein, et de toute façon, dans les recommandations internationales, ce traitement existe. Mais juste, je vous parle du contexte local où on n'a pas l'AMM pour ça. Donc, la metformine a une dose à peu près de 500 mg x 2 ou x 3. Voilà pour cette question d'ADO. Alors, l'activité physique lève aussi l'insulinorésistance. Effectivement. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai parlé du centre dans lequel je travaille, parce que c'est un centre qui se base sur l'activité physique. Donc, le point commun entre ces patients, c'est qu'elles n'ont accès à l'analyse ou au suivi nutritionnel que si elles sont dans le système d'activité physique et elles sont adhérentes. Donc, oui, c'est le moyen le moins cher, hein, et qui ne demande pas beaucoup d'efforts,
mais pour motiver les gens à le faire, ça peut être difficile aussi, hein. On le dit, c'est clair, c'est facile de le dire, l'activité physique, c'est le joker, mais il y a toujours un problème à motiver les gens pour qu'ils le fassent et qu'ils adhèrent à ça. Oui, ça nécessite beaucoup d'efforts. Avant la présentation, j'étais en train de parler avec Salomé pour lui dire qu'en fait, la consultation même, elle dure beaucoup plus longtemps que d'habitude, parce que si on a envie d'avoir des résultats, ben on s'investit avec le patient, on prend plus de temps. Moi, je fais beaucoup d'entretiens motivationnels pour comprendre en fait leurs besoins, comprendre les obstacles, essayer de rouler avec la résistance. Ils sont là, ils sont demandeurs, mais pas mal de fois, il y a plusieurs obstacles pour qu'on puisse avancer. Donc ça demande beaucoup d'efforts pour qu'on puisse les aider à arriver à leurs objectifs. Oui, ça nécessite beaucoup d'efforts, effectivement. Alors, une question pour l'insuline et le HOMA. Alors, oui, ça serait très intéressant. Alors, si j'ai le temps pour faire une étude prospective pour mes patients, ça sera un paramètre excellent. Mais dans les consultations de tous les jours, je ne le fais pas juste par souci matériel parce que c'est des bilans chez nous qui ne sont pas remboursables. Donc, demander l'insulinémie, ça revient très cher aux patients, mais autrement, c'est un paramètre qui nous aide pour le suivi de l'insuline-résistance, effectivement, oui. Je ne sais pas, Salomé, si tu vois d'autres questions. Alors, il y en avait une plus haut. Le suivi que vous proposez est donc global avec plusieurs praticiens. Qui sont-ils exactement? Oui, c'est ça en fait. J'ai dit que l'idéal, quand on suspecte, hein, c'est ça, c'est à vue d'œil. Je vous ai un petit peu orienté quand il y a des signes associés, quand il y a un échec dans la prise en charge, etc. Ne pas hésiter à voilà, solliciter le médecin de famille, le médecin généraliste qui s'en occupe ou l'endocrinologue si on a un donc à proximité. Un bilan certainement va être demandé et à la suite de ce bilan, il y aura certainement une prise en charge par la suite. Donc oui, médecin de famille, endocrinologue, c'est important dans ce cadre-là. Gynécologue aussi, hein, dans le cas des syndromes des ovaires polykystiques. Merci Inès. Une autre question pour les dosages thyroïdiens. Est-ce que vous faites celui de la T3? J'ai entendu que la T4 est inactive et majoritaire. Oui, en fait, c'est vrai qu'avant, on faisait la FT3, mais actuellement, on ne fait que la FT4, hein. Elle est suffisante. Je parle bien dans le contexte d'hypothyroïdie, hein, puisqu'il y a d'autres contextes de thyroïde où c'est important de doser la T3 aussi. En cas d'hypothyroïdie, le bilan le plus important à demander, c'est une TSH. Comme je vous ai dit, c'est le reflet. Quand on a une diminution d'hormones thyroïdiennes, par levée de rétrocontrôle, la TSH va commencer à s'élever. Des fois, d'ailleurs, quand on parle d'une hypothyroïdie infraclinique, ça veut dire que la TSH commence à s'élever, même en cas d'hormones thyroïdiennes normales. Et ça peut être associé à un déséquilibre au niveau corporel avec une prise de poids, même si les hormones thyroïdiennes sont normales. Parce que vous voyez, levée de rétrocontrôle, la TSH s'élève, elle stimule quand même la thyroïde. Donc, il y a une compensation au niveau des hormones thyroïdiennes, mais la TSH seule est suffisante pour dire qu'il y a un trouble thyroïdien. Donc, c'est pour ça que pour l'hypothyroïdie, la TSH a beaucoup plus de valeur que la T4 ou encore la T3. Voilà, pour continuer dans le même cadre, parce que je vois la question, mais pour la Hashimoto, par exemple, la TSH peut être normale. Oui, bien sûr, parce que la Hashimoto, c'est une maladie auto-immune. Il y a une thyroïdite qui peut se compliquer dans le temps par une hypothyroïdie, comme non. Quand on a une thyroïdite, on n'a pas de signe clinique. C'est un terrain, la thyroïdite d'Hashimoto. Vous voyez, c'est comme l'insulino-résistance. Moi, j'ai un terrain de thyroïdite. Sans perturbation d'hormones, il n'y a pas de résultat clinique. On ne peut pas lier, par exemple, une prise de poids à une thyroïdite d'Hashimoto si les hormones thyroïdiennes ou la TSH sont normales. Vous voyez, les problèmes commencent quand il y a un déséquilibre au niveau du statut hormonal. Mais on peut vivre toute notre vie avec une thyroïdite d'Hashimoto sans effet.
elle est là. On sait que les anticorps sont là, sont positifs et c'est tout. Voilà. Merci. Merci beaucoup Inès. On n'a plus de questions pour l'instant. Donc n'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous avez des questions. Non, donc plus de questions. Donc on va mettre fin alors à ce webinaire. Merci beaucoup Inès d'avoir intervenu. C'était très intéressant. Donc le webinaire sera en replay sur la page Facebook eBiodi. Inès interviendra peut-être dans les mois à venir sur une nouvelle étude qu'elle est en train de mener. Donc, on a hâte de voir les résultats. Voilà, donc merci à tous. Les prochains webinaires, donc on va vous envoyer les prochains thèmes dans les semaines à venir. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des idées de thèmes pour les webinaires. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne journée. Merci beaucoup Inès. Merci à tout le monde. Merci pour votre participation. Passez une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.